vous laisse tout de suite la parole. Merci Laurent. Alors, quand Laurent m'a demandé d'intervenir devant vous, il a intitulé l'intervention «Les coulisses du Parlement européen». C'était il y a quelques semaines. Alors, il y a quelques semaines, les coulisses du Parlement européen, vous savez ce que c'était? C'était le Qatargate. Voilà. Bon, donc on va quand même parler du Qatargate, évidemment, hein. Mais on va l'intégrer dans un ensemble un peu plus large, si vous voulez bien, parce qu'on est dans un moment intéressant, on est à un an des élections européennes. Et donc, il y a tout le job que le Parlement est en train de faire avec un certain nombre de questions qui se posent. Il y a toutes les questions qui se posent dans la perspective des élections européennes dans un an. Et puis, il y a ce qui arrive, l'imprévu qui arrive. J'ose pas dire que le Qatargate, c'est l'imprévu d'un point de vue médiatique. C'était peut-être un peu prévu d'un point de vue fonctionnel. Voilà. Donc, on va essayer de voir tout cela. Mais avant de voir tout cela, quand même, deux mots. Premièrement, une question de principe. Moi, je ne suis pas ici le représentant du Parlement européen, je parle à titre, euh, disons, tout à fait personnel, mais fort de mon expérience de nombreuses années de directeur des affaires institutionnelles du Parlement. Donc, je ne suis pas là pour faire les éloges du Parlement, je suis là pour vous parler du Parlement et vous en parler de manière la plus franche qui soit. Deuxième élément, avant de parler de ce Parlement aujourd'hui en 2023, il faut quand même se rappeler qu'on est dans un traité qui a finalement, c'est très jeune, le traité de 1958, c'est vraiment pas vieux, avec des modifications continuelles. On était dans une union, enfin dans une communauté qui avait 6 membres, on en a aujourd'hui 27, après en avoir eu 28. On était dans une communauté qui avait des compétences extrêmement limitées, coopération douanière, commerciale. Aujourd'hui, on touche à tout. Et dans les domaines qui vous intéressent, on touche aussi au pénal, par exemple, ce qui étaient des domaines régaliens par définition autrefois. Et donc tout ça fait que on est dans un système institutionnel qui est finalement en partie le même qu'il y a 60 ans, mais avec des défis complètement différents. Donc, les difficultés que vous verrez dans ce Parlement, ces difficultés, finalement, elles ne sont pas fondamentalement différentes des difficultés qui touchent l'ensemble de l'Union européenne, hein. Et puis, à l'intérieur de ce système institutionnel, eh bien, vous aurez aussi des modifications de poids et d'influence qui sont tout à fait qui change tout à fait par rapport au passé. Euh, En 1970, le Parlement n'avait aucun pouvoir. Et aujourd'hui, il est à égalité de pouvoir dans 80% des cas avec le Conseil. Et dans les années 70, vous savez ce que les parlementaires faisaient pour avoir un pouvoir? Ils suppriment, parce qu'ils avaient un petit pouvoir budgétaire, ils supprimaient la ligne chauffeur des commissaires. Les commissaires n'avaient plus de chauffeurs. OK? Alors là, ils commençaient à négocier pour avoir un petit changement sur la coopération douanière. Aujourd'hui, on est un vrai co-législateur. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. D'ailleurs, dans ce que disait ma collègue Johanna tout à l'heure, on voyait bien que bah, ils sont un peu attentifs, quoi. La Commission n'était pas attentive au Parlement il y a 20 ans. Pour des questions de principe, oui, mais dans la pratique quotidienne juridique, certainement pas. Aujourd'hui, elle l'est, hein. Et donc, ça reflète bien, d'ailleurs, pas seulement la Commission est attentive, les Qataris aussi sont attentifs au pouvoir du Parlement. Donc, ça reflète quand même une situation réelle. Et alors, un point important, c'est que on est dans une, et c'est nouveau, dans une Europe à géométrie variable. Il y a ceux qui sont à Schengen, il y a ceux qui sont dans la zone euro, il y a ceux qui sont dans le fiscal compact, le fameux traité. Et ça, c'est complètement nouveau. Mais ça, évidemment, ça a des incidences sur le Parlement. Donc, c'est juste un tout petit rappel pour vous dire que cette situation spécifique, c'est une situation spécifique qui va se refléter sur le Parlement européen, parce que euh, ces difficultés de fonctionnement que vous verrez, parfois, c'est des difficultés de fonctionnement qui tiennent à cette histoire qui est finalement extrêmement récente. C'est un jeune Parlement dans une jeune Union. Alors, ce jeune Parlement, disons très rapidement, vous savez déjà comment ça fonctionne, mais le Parlement de l'après-Lisbonne, c'est un Parlement qui est
un Parlement devenu pleinement législateur. Alors, il est devenu pleinement législateur, et donc ma collègue Johanna parlait de la PLO, la procédure législative ordinaire, ça dit bien ce que ça veut dire. Quand c'est ordinaire, c'est quoi? C'est le Parlement qui n'est pas seulement consulté, mais qui est codécideur, et c'est en même temps le Conseil qui n'est pas unanime, mais à la majorité qualifiée. Parce que c'est clair que si le Parlement était codécideur, mais le Conseil à l'unanimité, il y a encore quelques cas comme ça, le pouvoir du Parlement, ce n'est pas grand-chose, parce qu'il suffit d'avoir un petit pays à qui on demande de changer de position, de bloquer un texte, c'est fini. Mais quand vous avez en même temps le Parlement codécideur et le Conseil à la majorité qualifiée, là, le Parlement a pleinement son pouvoir. Et c'est le cas dans 80% des dossiers. Donc, c'est ça la procédure législative ordinaire. Moi, je préfère appeler ça la codécision, mais ce qui est intéressant, c'est que la procédure extraordinaire, c'est tout le reste. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est quand le Parlement n'est pas codécideur. Et il n'est pas codécideur dans, je dirais, entre 15, un peu plus de 15% des cas. Néanmoins, des cas importants, on va le revoir. Et puis, le Parlement, Lisbonne a entériné sa capacité d'autorité budgétaire. Hein, il faut l'accord du Parlement, express. Il faut l'accord express du Parlement, pas seulement pour le budget annuel, mais pour le budget pluriannuel de 7 ans. Et donc, négociation difficile avec le Conseil, mais c'est comme ça de manière absolument régulière. Donc, c'est une autorité budgétaire. Et puis, c'est une autorité qui investit, une autorité d'investiture. Alors, le Parlement, qu'est-ce qu'il fait? Il investit le président de la Commission, qui lui est proposé par le Conseil, mais il peut aussi le recaler. Et puis, le truc n'est pas joué d'avance. Madame von der Leyen, elle a eu 9 voix de plus. 9 voix de plus sur plus de 700 voix. 9 voix de plus que ce qui lui était indispensable pour être élu. Alors, vous voyez, ce n'est pas joué d'avance, en tout cas dans le Parlement d'aujourd'hui. Et alors, le Parlement européen, il fait ce qu'il a toujours fait. Il n'a pas tous les pouvoirs, mais il fait comme s'il les avait. Et parfois, ça marche assez bien. Alors, un exemple, il investit le collège des commissaires. Donc, Madame von der Leyen a présenté son collège au Parlement. Elle a présenté son collège et puis elle a présenté son programme de 5 ans. Mais avant le vote, le Parlement fait des auditions individuelles de chaque commissaire. Vous pouvez regarder le traité sous tous les angles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais politiquement, une fois que le Parlement a fait l'audition d'un commissaire, le président de la commission parlementaire concernée écrit au président du Parlement et lui dit, Monsieur le Président ou Madame la Présidente, franchement, le candidat commissaire que nous avons auditionné, il est quand même très, très limite, à la fois parce qu'il y a des affaires de corruption qui ne sont pas claires, il n'a pas répondu clairement, et puis sur les dossiers qui lui ont été attribués, nos parlementaires considèrent qu'il est quand même pas top. Alors, tout ça, c'est sans valeur juridique. Mais comme par hasard, vous savez, les hasards, ça existe au Parlement. Comme par hasard, ça passe dans la presse. Il y a un petit leak, le lendemain, dans l'agence Europe, on publie des extraits. Vous imaginez que le président de la commission qui a été investi quelques semaines auparavant va maintenir? Non. Alors, il commence à négocier, il dit, voilà, ben, je vais changer. Et c'est comme ça depuis maintenant 10 ans, 15 ans même. Hein. Donc ça, c'est la manière dont le Parlement travaille son pouvoir, et il travaille son pouvoir en s'auto-attribuant des pouvoirs et en la faisant ensuite, on va dire, confirmer au plan politique, soit par un accord interinstitutionnel, soit sous toute autre forme. Mais là, aujourd'hui, plus personne ne peut remettre en cause cette capacité d'investiture individuelle des commissaires, une investiture qui n'existe nulle part dans le traité. Hein. Voilà. Alors, ce rôle, soyons clairs, ce rôle croissant du Parlement est compris par tout le monde, pas seulement par les étudiants en droit, pas seulement par les avocats, mais aussi par les lobbyistes. Et certains lobbyistes le comprennent plus rapidement ou ont plus de moyens que d'autres, et c'est le cas du Qatar. Hein, et aussi du Maroc qui fait un travail de lobbying avec tous les moyens, parfois les moins légaux, sur des dossiers importants comme l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, accord de pêche qui a on va dire, subi à juste titre les foudres de la Cour de justice. Voilà, donc ça, c'est ce Parlement de l'après-Lisbonne. C'est un Parlement très, disons, un Parlement vrai, un vrai législateur qui a une puissance de feu politique. Mais ça se paye tout ça.
Alors, ça se paye bien sûr en budget, mais ça se paye aussi en complexité comme type de fonctionnement. Alors, quelle complexité? Ben d'abord, n'oubliez pas que le Parlement, quand il est né, il avait 142 membres. Il en a aujourd'hui 705. Il en a eu plus de 750 à un moment donné. Donc, ensuite, ces parlementaires sont élus au suffrage universel direct. Ça change tout. Et ces parlementaires, ils ont voulu du pouvoir et ils l'ont obtenu. Alors, le deuxième aspect, c'est qu'on travaille en 24 langues. Alors, soyons clairs, tout ce qui se fait d'officiel est en 24 langues. C'est-à-dire, on va voter un amendement, un projet de directive, on a 24 langues. On va aller en plénière, on a 24 langues. On va aller en commission, on a normalement les langues des députés qui sont membres de la commission. Mais en réalité, comme vous le verrez, eh bien, une bonne partie de la négociation se passe en dehors de ces moments officiels. Et en dehors de ces moments officiels, on n'a pas toujours les possibilités d'avoir l'interprétation, la traduction. Parce qu'on manque de traducteurs et d'interprètes dans certaines langues. Et alors certains de nos députés en abusent, par exemple, en usent, si vous permettez l'expression. Par exemple, moi j'ai vu sous mes yeux un parlementaire maltais qui s'exprimait absolument parfaitement en anglais, puis c'était sa langue de travail, sa langue quotidienne, en italien, c'est le cas de la plupart des Maltais, et il a fait bloquer un vote dans une commission parlementaire, un vote un peu compliqué sur le droit d'asile. Il ne voulait pas que l'amendement soit soumis à son vote. Et il a dit, Monsieur le Président, amendement irrecevable. Ah bon, pourquoi? Il n'est pas traduit en maltais. Et c'était vrai, on n'a pas assez de traducteurs en maltais. La plupart de nos amendements ne sont pas traduits en maltais. Mais là, le président de séance a été obligé de déclarer l'amendement irrecevable. Donc, cette histoire des 24 langues, elle a deux difficultés. Elle a cette difficulté juridique, et puis cette difficulté très pratique que toutes les négociations informelles qui deviennent de plus en plus importantes dans les dossiers du Parlement, compte tenu de cette procédure que je vais vous expliquer tout à l'heure, ces négociations informelles, ben, elles se font, c'est clair, dans une seule langue, ou la plupart du temps en anglais. Hein. Autrefois, c'était en français, maintenant, c'est en anglais. Hein. Donc, quand vous réunissez des groupes de parlementaires très informels pour arriver à un compromis, eh ben, vous ne pouvez pas les réunir en français, la plupart du temps. Hein. Donc, c'est ça la réalité. Alors, ça, c'est le deuxième aspect de la complexité des choses. Le troisième aspect de la complexité, c'est les lieux de travail. Ben, vous connaissez Luxembourg, Bruxelles, Strasbourg. Bon, je ne rentre pas là-dedans, c'est un détail, si on peut dire. Et puis ensuite, vous avez un aspect qui est important, c'est comment on est organisé à l'intérieur. On n'est pas une grosse machine comme la commission, on est quand même plus restreint, mais on a quand même aujourd'hui plus d'une vingtaine de commissions parlementaires. Parce que si vous prenez l'exemple avec la France, en France, il faut changer la Constitution pour changer le nombre de commissions parlementaires. Heureux pays, en Belgique, enfin, au Parlement européen, on laisse libre cours à la créativité qui est parfois importante, pour dire les choses gentiment, de nos parlementaires. Ils peuvent créer autant de commissions qu'ils le souhaitent. Et donc, par exemple, aux dernières élections, on a créé, je crois, 4 commissions parlementaires, des sous-commissions, des commissions d'enquête, sur des sujets d'ailleurs, sur des sujets importants, que ce soit l'intelligence artificielle, l'ingérence étrangère, la lutte contre le cancer ou les transports d'animaux. Je m'excuse, hein, je vous livre tout en vrac, hein, mais c'est la réalité. Donc, on a quasiment 25 commissions parlementaires. Il faut faire tourner cette machine-là. Et quand, sur des dossiers très complexes, pesticides dans le monde agricole, vous avez 2 commissions parlementaires qui s'opposent, commission de l'environnement, commission de l'agriculture, eh bien là, il faut gérer le compromis, il faut gérer l'accord, il faut des procédures qui permettent de gérer ces oppositions politiques. Donc ça, c'est un aspect de la complexité de ce Parlement. En gagnant des pouvoirs, en quelque sorte, il a gagné des complexités. Mais ces complexités sont aussi techniques, parce qu'on ne peut pas réunir toutes nos commissions parlementaires en même temps. On n'a pas suffisamment d'interprètes, on n'a pas suffisamment de salles, on n'a pas suffisamment de salles équipées avec pour l'interprétation. Et donc, voilà, on est devenu, qu'on le veuille ou non, une énorme machine. Une machine très complexe. Et s'ajoute à cela, on va dire, la question des familles politiques. Si vous me demandez combien de partis politiques il y a au Parlement européen, mais
on est absolument incapable de vous le dire. Moi, je vous dirais plus ou moins 150, qui se réunissent ensuite, selon les années, entre 7 ou 8 grandes familles politiques. Hein. Donc, la réalité, c'est que cette institution, c'est aujourd'hui une vraie tour de Babel politique et linguistique. Aucun problème. Seulement, cette tour de Babel, elle doit adopter des textes juridiques. Et par définition, un texte juridique, il doit être applicable, clair et applicable dans 27 pays. Donc, c'est ça l'enjeu de ce travail de législateur du Parlement. Alors, tout ça, évidemment, voilà, tout ça, évidemment, se paye financièrement. Bon, c'est pas un détail, mais enfin, c'est quand même un budget de près de 2 milliards d'euros. Et donc un peu plus maintenant de 2 milliards d'euros, mais un budget qui inclut non seulement les frais des 3 lieux de travail, qui inclut le salaire des parlementaires et leur indemnité, mais aussi un budget qui inclut, disons, le problème de ce budget, c'est que seulement 15% du budget est consacré à aider les parlementaires à légiférer. Ce n'est pas beaucoup, en réalité. Parce que vous avez vu ma collègue de la commission tout à l'heure, c'est hyper technique, hyper complexe. Hein, et il y a des codes de bonne conduite pour bien légiférer, mieux légiférer ou plus mal selon les cas. Mais tout ça, il faut le gérer. Et les parlementaires, ils ne sont pas élus parce qu'ils sont juristes ou juristes linguistes. Ils sont élus parce que il y en a une qui est présentatrice télé, un qui est joueur de foot, un troisième qui est avocat, mais parce qu'ils ont eu des voix. Donc le problème, c'est on les aide à devenir législateurs, mais on a seulement 15% de notre budget pour les aider à devenir législateurs. Voilà, alors, brièvement, le poids législatif de ce Parlement. Sur le plan quantitatif, on a entre 80 et 100 codécisions par an. Ça peut être, disons, des choses un peu mineures, on adapte des textes, ça peut être des choses majeures, le pacte asile-migration, par exemple. Et puis, sur le plan qualitatif, eh bien, disons, on affronte tous les thèmes de compétences de l'Union, hein, et pas seulement la coopération commerciale ou, ou le marché intérieur, mais aussi la coopération judiciaire, mais aussi la coopération policière, donc des thèmes qui étaient normalement très, très, très régaliens. Et par exemple, pour prendre un domaine qui concerne les pénalistes, le Parlement et le Conseil peuvent établir des règles minimales pour définir des infractions pénales dans beaucoup de domaines. Ils l'ont fait récemment sur les sanctions Russie, par exemple. Et donc, sur le plan qualitatif, on a à peu près sur tous les thèmes de compétences de l'Union. Et puis, sur le plan juridique, vous le savez mieux que moi, il y a une obligation de transposition. Et s'il n'y a pas d'obligation de transposition, une sanction aux États membres, voire même la possibilité d'indemniser le particulier qui serait lésé. Donc, ça veut dire que sur le plan quantitatif, qualitatif et juridique, il y a une force législative qui est donnée par l'activité du Parlement disons, de concert avec son interlocuteur habituel qui est le Conseil des ministres. Voilà. Et donc, c'est aussi un Parlement. Et alors, comme Parlement, je vous ai mis 3 exemples. Il réagit comme un Parlement devant l'actualité. Alors, le député qui se lève le matin à Strasbourg et il ouvre la radio, il a entendu voilà, aujourd'hui, le naufrage, le terrible, catastrophique naufrage des migrants. Bon, si ça se passe le lundi soir, le mardi matin à Strasbourg, à 9 h, vous avez 10 députés qui se lèvent, rappel au règlement, Monsieur le Président ou Madame la Présidente. Voilà. Et donc, quand il y a eu, par exemple, toutes les attentats terroristes, on a eu cette proposition de directive sur les bases de données des passagers aériens, Passenger Name Record. Quand il y a eu les Panama Papers dans le monde, on a eu une dizaine de propositions sur la régulation financière. Et puis, en 2015, avec les flux migratoires très importants, 1,5 million de migrants sur les routes, eh bien, on a, par exemple, réagi en faisant une directive de relocalisation des réfugiés. Voilà, directive d'ailleurs qui n'a pas été vraiment mise en œuvre puisqu'elle faisait l'objet de beaucoup d'oppositions sur le terrain.
Donc ça, c'est le Parlement. Mais le Parlement, il ne travaille pas tout seul, il a le Conseil, vous allez en parler ce soir, mais quand même un mot pour vous dire que le Conseil, c'est un puissant interlocuteur. Et le Conseil, c'est un interlocuteur qui a les mêmes pouvoirs que le Parlement dans toute la législation normale, dans 85% des cas. Et puis, le Conseil a cependant des pouvoirs supérieurs à celui du Parlement, euh, dans deux domaines, dans la fiscalité et dans la politique étrangère. Et puis, le Conseil, il a aussi une habitude, c'est à la fois une habitude, c'est à la fois un pouvoir, c'est il bloque la machine. Pourquoi il bloque la machine? Parce qu'il n'arrive pas à avoir un accord en son sein. Et voilà, il n'arrive pas à avoir la majorité qualifiée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bloque la machine, on décide rien. Mais quand on décide rien, le Parlement ne peut pas avancer puisqu'il faut être deux pour décider. Donc, de facto, le Conseil peut bloquer la machine. Donc, vous voyez, c'est un puissant co-législateur. Seulement, le Conseil, il est divisé. Et tout le monde sait que le Conseil est largement divisé. Prenez le détachement des travailleurs, vous avez tous les pays qui fournissent les travailleurs, tous les pays qui les reçoivent, qui ont des positions complètement différentes sur la directive détachement des travailleurs. Les uns veulent améliorer cette directive qui est pleine de trous, et les autres veulent surtout pas y toucher parce que ça permet à leur marché du travail de se développer. Bon, et puis, ou sur les GAFAM. Donc, ce Conseil, il est fragilisé par ces divisions. Et l'enjeu pour le Parlement, et ça, vous pourrez peut-être en parler avec ma collègue du Conseil tout à l'heure, l'enjeu du Parlement, c'est comment il va utiliser ces divisions. Hein, le Parlement, il n'était pas habitué à ce que le Conseil soit si divisé. Le Conseil, il est durablement divisé aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'il peut, en tant que Parlement, euh, en quelque sorte, utiliser, exploiter cette division. Donc voilà, ça c'est un peu le tableau de ce Parlement que je voulais vous montrer. Alors, quelques exemples d'actes législatifs, parce que pour qu'on parle dans le concret, hein, comme Johanna vous a donné tout à l'heure des exemples en matière de transport, quelques exemples d'actes législatifs récents. Alors, il y a un truc qui nous concerne tous, c'est la fin des frais d'itinérance pour le téléphone mobile, très, très commode, hein. Mais aussi, je vous disais, la relocalisation de 160 000 réfugiés en 2015. Et là, vous avez vu on est en plein début de négociation sur le pacte asile et migration, mais aussi le RGPD, le fameux règlement général sur la protection des données, ou bien la directive créant un système de protection des données des passagers de transport aérien. Ça, vous voyez, c'est des exemples de grands dossiers qui ont été approuvés en 2016 et 2017. Et puis, vous avez des exemples plus récents. En 2020, 21, 22 jusqu'à maintenant, vous avez le fameux lien État de droit et financement communautaire. On va dire, c'est l'affrontement avec la Pologne, avec la Hongrie. Mais vous avez aussi la protection des lanceurs d'alerte. Vous avez aussi le reporting pays par pays des multinationales. C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, pendant des années, a été bloqué parce que un certain nombre de pays et de parlementaires bloquaient l'idée en disant ben non, il ne faut pas demander trop de transparence aux multinationales. Aujourd'hui, c'est sur la table, ça existe et c'est bien. Donc voilà, c'est le type de financement, le type pardon, de législation que le Parlement contribue comme co-législateur à établir. Et puis tout récemment, il y a le paquet climat, Fit for 55, avec une douzaine de textes, tous plus complexes les uns que les autres, et avec des textes, c'est ça la nouveauté, qui sont plus des textes qui concernent, on va dire, une direction générale de la Commission. Ce sont des textes horizontaux qui deviennent de plus en plus complexes parce qu'ils impliquent en général plusieurs directions générales de la Commission, et donc, chez nous au Parlement, plusieurs commissions parlementaires. Et donc, avec source de conflit, comme je vous expliquais tout à l'heure, pesticides en matière agricole, Madame Metsola, la présidente du Parlement, a reçu deux lettres. Hein. Une lettre du président polonais de la commission de l'agriculture en disant « Oh là là, ne nous pressons pas sur cette affaire, on n'est pas prêt ». Et une lettre du président Pascal Canfin de la commission de l'environnement disant à Madame Metsola « Ça urge, là, nous, on est prêt à travailler ». Donc, vous voyez, ces dossiers sont de plus en plus complexes et de plus en plus horizontaux, impliquant plusieurs, on va dire, secteurs dans le Parlement, dans la Commission et bien sûr dans le Conseil. Et donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a vu en quelque sorte
on va dire, très rapide survol du rôle du Parlement, ma deuxième partie que je veux vous présenter, c'est quels sont les défis. Alors, je n'ai pas l'heure parce que... un quart. Oui, alors il faut quand même que je me dépêche. Ça, pour regarder l'heure. Alors, quels sont les défis? On est à un an des élections européennes. Et donc, le premier défi, c'est qu'on est dans un système de plus en plus complexe. Et le défi pour le Parlement, c'est de gérer la complexité, de gérer cette complexité. Alors, cette complexité, elle a plusieurs formes. D'abord, on a des nouveaux acteurs. Les parlements nationaux sont des acteurs institutionnels qui sont désormais à l'intérieur du cursus législatif. Mais on a des acteurs institutionnels européens, que ce soit la Banque centrale, que ce soit le Conseil de l'euro, qui n'existe nulle part, mais qui a un poids considérable. Hein. Et ces nouveaux acteurs, et puis le Conseil européen, qui en principe ne doit pas légiférer, mais qui s'en prive pas. Et donc, le Parlement, il doit compter avec tous ces nouveaux acteurs. Et puis, il y a un nouvel acteur, qui est la société civile. Et quand la société civile lance des campagnes, que ce soit sur le glyphosate, par exemple, ou sur les perturbateurs endocriniens, le Parlement, il doit bien en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Donc, première difficulté, gérer cette complexité. On n'est plus dans le triangle institutionnel rassurant, commission, conseil, parlement. Il y a plein d'acteurs nouveaux. Ça, c'est la première, on va dire, complexité, c'est ce système multiplomère. Deuxième complexité, c'est le taux de participation aux élections européennes. Et ce taux, jusqu'en 2014, il a baissé année après année. C'est la seule source de légitimité du Parlement. Pas de participation, pas de légitimité, soyons clairs. Alors, il y a quand même un petit espoir, il est là. C'est que aux dernières élections, il y a eu 10% de plus de participation électorale. Donc, on attend avec impatience et inquiétude les élections prochaines. Alors, mes amis me disent, oui, mais c'est les eurosceptiques qui votent. Moi, ça m'est complètement égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vote. Ce qui m'intéresse, c'est que les citoyens se mobilisent. Après, ils vont voir travailler des institutions, ils vont avoir leur prise de position tout à fait raisonnable. Mais voilà, il y a un enjeu de légitimité très important. Et puis, cet enjeu se traduit en termes d'image. Alors, ici, vous avez un diagramme qui datait d'avant le Qatargate. Alors, avant le Qatargate, c'était déjà pas terrible, parce que vous voyez que l'image du Parlement européen, disons, la moyenne européenne, c'est près de 30% ont une bonne image du Parlement européen. C'est pas terrible. Et le meilleur élève de la classe, c'est pas la France. La France, c'est le pire élève de la classe. En dernier. Donc, avec 20% de citoyens qui ont une bonne image du Parlement. Donc là, il y a encore du pain sur la planche, et le Qatargate, probablement, n'a pas aidé à la chose. Donc ça, c'est le troisième, on va dire, enjeu, c'est un enjeu d'image. Et puis, il y a un quatrième enjeu, c'est est-ce qu'on est capable de faire marcher cette législation, cette procédure de législation, cette procédure législative ordinaire. Alors, cette procédure législative ordinaire, comme le disait ma collègue tout à l'heure, c'est un défi juridique. C'est un défi juridique pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une accumulation de compromis. Il faut qu'il y ait d'abord un compromis au niveau de la Commission européenne pour faire un projet. Et puis, il faut qu'il y ait un compromis au niveau du Conseil. 55% des États, 65% de la population, c'est quand même pas rien. Et puis, il faut un compromis au sein du Parlement. Et là, il faut la majorité absolue des parlementaires, la procuration étant interdite. Et donc, vous avez à chaque étape un compromis. Et le texte final, chers amis avocats, que vous allez vous appliquer pour vos clients, en tout cas voir appliquer pour vos clients, le texte final, c'est une accumulation de ces 3 paquets de compromis, qui sont eux-mêmes des compromis. Hein. Le texte final, il doit être juridiquement impeccable, il doit être applicable dans 24 États membres, mais ma collègue a rappelé que ce n'était pas si simple de traduire dans les 24 langues, pardon, il doit être applicable dans 27 États membres, et ma collègue a rappelé que ce n'est pas si simple de traduire n'importe quel texte dans 24 langues. Donc, c'est l'enjeu pour les parlementaires. Alors, les parlementaires, ils ne sont pas juristes linguistes. Donc, on a un système qui les aide, on va dire, pour travailler dans ce domaine. Alors, la codécision, c'est quand même une usine à gaz.
Parce que la codécision, la procédure législative ordinaire, c'est 3 institutions, mais qui travaillent chacune avec une majorité différente. La commission, elle ne vote pas, mais en gros, il faut qu'il y ait un large accord à l'intérieur de la commission pour décider pour sortir un projet de directive ou de règlement. Et puis le Conseil, c'est 55% des États, représentant 65% de la population. Et le Parlement, c'est la majorité absolue. Aujourd'hui, c'est 353 membres. Et donc, non seulement vous avez 3 acteurs différents, qui ont 3 procédures différentes, et vous avez jusqu'à 4 lectures possibles dans le traité. Et voilà, on est tous juristes, on ne peut pas faire autrement que d'appliquer le traité. Mais le traité, c'est une usine à gaz. Le traité, il est devenu inapplicable. Il est devenu inapplicable parce que, vous avez vu tout ce qu'il faut en service juridique pour préparer les études d'impact, les études, le système où il y a une sorte de regulatory board qui revient après dans le dossier. Donc, c'est monstrueux. Et on a, derrière ce système, on a ceci. Vous avez une quarantaine de positions possibles dans la codécision. Et avec un couperet terrible en deuxième et troisième lecture et après, qui est un couperet de temps, puisque si on négocie trop longtemps, on passe les délais, qui sont très courts, 6 semaines, qui peuvent être allongés à 8 semaines. Et si on passe les délais, qu'est-ce qui se passe? Si on passe les délais sans accord et on arrive à la quatrième lecture, il y a tout le texte qui tombe et on recommence depuis le début. Les études d'impact, la position du Regulatory Board, le retour au service juridique, c'est reparti pour un tour. Hein. Et là, c'est intenable. C'est de plus en plus compliqué de tenir les délais parce que les dossiers sont de plus en plus complexes. Pensez au dossier climatique, Fit for 55. Vous avez 12 textes extrêmement complexes et qui concernent plusieurs secteurs. Donc, avoir un accord à 6 ou à 8 semaines pendant cette procédure, ça devient impossible. Et donc, on s'est dit, comment on va faire? Comment on va faire pour respecter le traité? Et alors, je vais vous donner quelques indications sur la manière dont on respecte aujourd'hui le traité sans le respecter. Si je puis dire, on respecte la lettre, on ne respecte pas son esprit, mais on réussit à codécider, on réussit à légiférer. Alors, un petit mot d'abord sur la codécision au Parlement, comment ça se passe? Il faut réunir un compromis. Il faut un compromis, un texte de compromis. On a un texte de directive qui nous arrive sur la table, et nous, notre boulot, c'est de faire des amendements qui réunissent une majorité. Et quand on nomme un rapporteur, c'est pour ça. Donc, le boulot de notre rapporteur, c'est de réunir les shadow rapporteurs, les rapporteurs de tous les groupes politiques, pour tenter de construire une majorité. De construire une majorité qu'on puisse ensuite négocier avec le Conseil. Alors, on construit cette majorité, et notre rapporteur, il reçoit un mandat de notre commission parlementaire, un mandat qui est voté. On vote en commission, un mandat, on lui dit, tu peux négocier jusqu'à telle ligne rouge. Après, tu ne peux plus négocier. Après, tu dois revenir vers nous, commission parlementaire, et faire changer le mandat. Donc, notre rapporteur va négocier. Ce qui est intéressant par rapport au Conseil, c'est qu'il le fait publiquement, c'est-à-dire qu'il fait des comptes rendus de sa négociation avec le Conseil en commission parlementaire, c'est web streamé, vous pouvez y avoir accès autant que vous voulez. Hein. Et donc, notre parlementaire rapporteur négocie avec le Conseil. Et comment faire? Il va voter? Il fait voter la commission parlementaire? Non. On ne fait plus voter la commission parlementaire. On fait des votes, on va dire, informels. OK, 10 minutes, j'arrête. On fait des votes informels parce que si on fait des votes formels, on est obligé d'avoir les délais qui courent. Donc, on ne fait plus du tout de vote formel avant d'avoir un accord. Et lorsqu'on est en première lecture, on reste en première lecture. On passe jamais, dans 99% des cas, on passe jamais en deuxième et troisième lecture. Parce que on fait des votes informels qui ne sont pas au procès-verbal tant qu'on n'a pas d'accord avec le Conseil.
C'est seulement lorsqu'on a un accord avec le Conseil, et le Conseil fait la même chose, c'est seulement lorsqu'on a un accord avec le Conseil que on va voter formellement. Et à ce moment-là, peuvent courir les délais. Mais à ce moment-là, il n'y a plus besoin de délai puisque lorsque nous votons formellement, on a un accord avec le Conseil. Seulement, ça change tout pour les usagers de cette législation ou pour les conseils juridiques. Parce que la négociation, on est encore en première lecture, mais elle est terminée. Il y a 10 ans, on disait « Ah, mais non, on est en première lecture, t'inquiète pas, il y a encore la deuxième, la troisième lecture, la conciliation, on a encore des négociations pendant 2 ans. » Non, la question là, elle se résout avant la fin de la première lecture. Et donc, ça change complètement le timing du lobbying sur nos parlementaires. Enfin, les cabinets de lobbyistes l'ont compris avant moi. Et donc, on a changé cette usine à gaz, si je puis dire. On a respecté le traité, mais on a rendu la chose gérable en transformant les votes formels en votes informels jusqu'à ce qu'on trouve un accord avec le Conseil. Donc ça, c'est un point extrêmement important, mais qui est vraiment on va dire, de l'ingénierie bricolée, mais efficace. C'est grâce à ça qu'on arrive à adopter des textes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour... voilà, donc, comment on va trouver cette majorité au Parlement? Alors, il n'y a pas de procuration au Parlement européen. On ne peut pas voter pour son copain, sinon on se fait exclure. Donc ça n'arrive pas. Alors, il faut trouver 353 voix. Et où est-ce qu'on les trouve? Voilà le Parlement de 2009. Alors, vous voyez que apparemment, on les trouve facilement à droite, ces 353 voix. Vous avez le PPE, enfin, en tout cas en 2009, le PPE qui est allié aux libéraux, à LDE, et puis à la droite du PPE, bon, ben, il y a largement la moitié. Mais c'est peut-être un peu illusoire ce calcul-là, parce qu'en réalité, les libéraux sont très divisés. Sur les sujets de société, ils votent plutôt à gauche, sur les sujets économiques, ils votent plutôt à droite. Et puis surtout, ces grands groupes sont très divisés eux-mêmes. Le PPE, en 2009, ben, il y avait par exemple, ça fait justement quelques semaines qu'il n'y a plus, M. Orban. Mais il y avait aussi Forza Italia, il y avait aussi d'autres députés italiens qui, entre-temps, ont changé de... Donc, le PPE était très divisé. On ne peut pas compter le PPE comme un ensemble qui est compact. Hein. Et donc, en réalité, en 2009, pour avoir une majorité au Parlement européen, il fallait prendre une partie des députés de gauche et une partie des députés de droite. Et depuis 20 ans, au Parlement, la majorité était celle-là entre PPE et socialistes. Et je peux même vous dire que sur les dossiers importants, ce n'était pas en plénière que ça se prenait les décisions. Hein. Les décisions se prenaient dans un charmant hôtel à côté de la place de Meuse. Et il y avait tous les 15 jours un repas entre le président du Parlement, le président de la Commission, leur vice-président et le président des groupes socialistes et du groupe PPE. Voilà, et c'était là que se prenaient les décisions. Alors après, en plénière, ils votaient, mais les vraies décisions, elles étaient prises là, hein, au bar de l'hôtel tous les 15 jours. Maintenant, on a un peu changé. Alors, vous allez voir, la situation en 2014, c'était pas fondamentalement différent. Hein. Et il y a eu des changements, mais pas fondamentalement différents. Mais on voit quand même une évolution claire au fur et à mesure des élections du Parlement européen. Alors, je vous donne quelques chiffres ici. En 2004, socialistes et PPE avaient une large majorité, ils avaient 64% des voix. En 2009, ils avaient 61% des voix. En 2014, ils avaient encore 54% des voix. Mais ça baissait, on va dire, continuellement. Et eh bien, en 2019, ils ont 52% des voix avec Renew. Ils ont perdu la majorité absolue. PPE et PSE ont perdu la majorité absolue. Donc, quand la Commission vous dit, nous, on fait... Pardon? Quand la Commission vous dit, on fait une directive, etc., oui, mais elle doit compter sur un groupe de parlementaires qui la votent, cette directive, ou ce règlement. Et ce groupe, il est là. Avant, il y avait cette majorité PSE-PPE, et maintenant, on a une majorité assez juste avec Renew. Et ça donne, vous
voyez cet hémicycle-là, il n'est pas fait selon un axe droite-gauche, mais il est fait en fonction du chiffre de chaque parlementaire. Et il faut regarder euh, la, euh, le cercle du bas, c'est le post-Brexit. Et bien, vous voyez bien que socialistes et PPE ont perdu leur majorité. Et cette situation politique tout à fait nouvelle, hein, les PSE, PPE ont 335 députés, il en faut 353. 335 à condition d'être unis. Hein, il en faut 353. Alors, OK, on ajoute Renew, les libéraux, et ils ont 432. Ouf, c'est nettement plus que les 253, que les 353 nécessaires. Mais Madame von der Leyen, elle n'a pas été élue avec 432 voix, alors qu'elle avait le soutien de ces trois groupes. Hein. Elle a été élue avec 9 voix de plus que ce qui était indispensable. Et Madame von der Leyen a perdu 90 voix. Donc, c'est un peu, on va dire, ric-rac, hein, cette situation. C'est pas simple, c'est pas acquis d'avoir le vote du Parlement. Et c'est pour ça que Mme von der Leyen a beaucoup travaillé au moment de la présentation de son projet pour élargir sa majorité au vert, pour obtenir un peu plus de voix. Et effectivement, dans la présentation de son programme, elle a obtenu plus de voix que lors de la présentation de sa propre candidature. Parce qu'elle avait Verdi, c'est l'histoire du Green Deal. Le Green Deal, ce n'est pas seulement une question, on va dire, indispensable pour nous tous, c'est une question très utile pour la majorité de Mme von der Leyen. Pas, il faut être clair. Voilà, et donc cette majorité, elle est assez fragile, elle est instable, hein, elle est à moins de 50 députés. Maintenant, je sais pas, il y a un texte sur le secours en mer qui a été adopté à 2 voix de distance. Hein. Donc sur 735 députés, c'est pas beaucoup. Une demande d'autorisation de produits chimiques, c'est la même chose. La clause climat dans les accords commerciaux, 3 voix de distance. Donc vraiment, ça devient compliqué de prévoir ce qui va se passer au Parlement. La majorité est instable. Alors la question, c'est est-ce que ça va renforcer ou affaiblir le rôle du Parlement? C'est ça la vraie question. Moi, mon idée, c'est que ça va plutôt le renforcer. Parce qu'il va falloir aller négocier. La Commission, le Conseil vont négocier avec le Parlement de manière sérieuse et complexe. Hein. Et à mon avis, ça va plutôt renforcer le rôle du Parlement. Voilà, donc simplifier l'usine à gaz, je vous ai dit comment on la simplifiait. Voilà, et on va passer là-dessus. Alors, maintenant, ma conclusion, les défis du Parlement. Premier défi, c'est le Qatargate. Hein. Alors, c'est clair que là, c'est pas seulement un problème pour le Parlement, c'est un problème pour la Commission. Monsieur Barroso, il est chez Lehman Brothers. Madame Kroes, elle a fait un certain nombre de choses qu'elle n'a pas déclarées. Hein. Donc, c'est un problème pour toutes les institutions. Soyons clairs, pas seulement pour le Parlement. C'est aussi un problème pour le Parlement. Alors, le problème, pour le Parlement, d'une certaine manière, c'est le marqueur de son pouvoir. Ce n'est pas un très bon marqueur, mais c'est le marqueur de son pouvoir. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Mais par contre, moi, je pense qu'il y a vraiment 3 lignes d'action parallèles. La première ligne, c'est il y a des règles. Il y avait des règles qui existaient, qui n'étaient pas appliquées. Elles n'étaient pas appliquées, il n'y avait même pas de fonctionnaires pour les faire appliquer. Je parle du Parlement. Bien. Ça, c'est la première chose. Des règles, mais il faut les renforcer. Il y avait des règles d'un très grand laxisme en matière de voyages offerts par les uns, par les autres, qu'on pouvait déclarer, on ne le déclarait pas. Oui, c'est vrai, j'aurais dû le déclarer, mais enfin, ce n'est pas déclaré, ce n'est pas dramatique. Bon, on pourrait le déclarer 2 ans après, bon, puis si on ne le déclare pas, il n'y a personne qui vérifie. Donc, renforcer les règles et les faire appliquer, ça c'est vraiment important. Mais aussi, il faut envisager un organe indépendant. Là, Mme Jourova vient de faire une proposition qui est en négociation depuis des années entre le Parlement et la Commission. Là maintenant, il propose qu'il y ait un comité d'éthique avec un représentant de toutes les institutions. Mais il faut sortir de l'entre-soi. Et c'est un ancien haut fonctionnaire du Parlement qui vous le dit. L'organe d'éthique aujourd'hui à la Commission, il est composé de 3 personnes. Sur les 3 personnes, il y a 2 anciens hauts fonctionnaires et une 3e personne qui a des liens avec un ancien haut fonctionnaire. C'est de l'entre-soi. C'est ça qu'il faut changer. Hein, et c'est un défi aussi bien pour le Parlement que pour la Commission européenne. Peut-être pas pour le Conseil, mais en tout cas pour la Commission, certainement. Voilà, donc on va s'arrêter là sur le Qatargate. Alors, les défis politiques, moi je parle du nouveau Parlement. Dans un an, hein, il y a un nouveau Parlement. Donc, la première question, c'est quelle majorité? Hein, donc,
est-ce que la majorité PSE Renew va conserver, même de justesse, sa majorité, ou est-ce qu'il va y avoir une alliance à gauche, ou va y avoir une alliance à droite? Alors, en ce moment, les grandes manœuvres ont commencé. Et par exemple, sur un dossier qui est intéressant, sur la proposition de directive de la Commission sur la restauration de la nature, il y a les grandes manœuvres, comment elles se traduisent? Elles se traduisent par un certain nombre de gouvernements conservateurs, plus le groupe PPE, qui commence à dire non, 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 il faut freiner la restauration de la nature, ça, il ne faut pas attendre, il ne faut pas faire ça tout de suite, il faut attendre. Bon, et avec l'idée de lancer des passerelles vers un autre groupe qui dit la même chose, qui est le groupe ECR, le groupe dans lequel autrefois étaient les conservateurs britanniques, dans lequel aujourd'hui est Madame Meloni ou bien les conservateurs polonais. Donc, la question, c'est où va être cette majorité? Cette histoire de passerelle à droite, est-ce qu'elle va, parce qu'on la voit dans des dossiers très précis, comme celui que je viens de vous citer, cette histoire de passerelle à droite, est-ce qu'elle va, en quelque sorte, permettre de former une nouvelle majorité? Donc ça, c'est le défi politique, hein, du Parlement. Et puis, il y a des défis de législateurs, et j'en terminerai là. Et là, il y a 3 défis complexes pour le législateur. Le premier défi, c'est un défi on va dire, de la législation, parce que le Parlement dépend de l'émetteur de la législation. Si la Commission ne fait pas de proposition de directive ou de règlement, le Parlement, il n'est plus législateur, parce qu'il doit légiférer sur des propositions qui existent. Or, la Commission, elle fait souvent, de plus en plus souvent, de la soft law plutôt de la hard law. Prenez euh, le programme législatif de Mme von der Leyen, les 5 ans qu'elle a présenté au Parlement en 2019. Eh bien, en 2020 exactement, il y avait 97 propositions d'initiatives. Sur ces 97, moi j'ai fait le compte, il y en a 27 qui sont des initiatives législatives. Le reste, c'est passionnant, c'est des livres blancs, des livres verts, des recommandations, tout ce que vous voulez, mais c'est de la soft law. Or, tout ce qui est soft law échappe à la compétence du Parlement. Le Parlement, lui, il intervient comme législateur sur la hard law, sur le projet de directive, sur le projet de règlement. Quand il n'y en a pas, c'est son rôle de législateur qui est mis en cause. Or, là, je vous dis, le Parlement s'est équipé pour être un bon législateur. On a une armée de juristes linguistes, on a un bon service juridique maintenant, mais il dépend de l'émetteur de la législation. Donc, premier défi. Deuxième défi, c'est l'initiative législative. Le Parlement n'a pas l'initiative législative. C'est la Commission qui en a l'exclusivité. Elle ne veut pas l'abandonner. Mais le Parlement, lui, fait comme avec l'histoire du commissaire, les auditions des commissaires individuels. Il dit, je veux faire l'initiative législative, je veux avoir l'initiative législative, même si je ne l'ai pas juridiquement, je vais présenter un texte, et Laurent me rappelait que le Parlement avait présenté un texte dans un domaine qu'il connaît bien, on va dire, qui était écrit de A jusqu'à Z, comme une proposition de la Commission. Et le Parlement a passé avec la Commission un accord interinstitutionnel qui oblige la Commission, si elle ne veut pas réutiliser le texte du Parlement, à dire publiquement pourquoi. Et elle a 3 mois pour dire publiquement pourquoi. Et maintenant, on essaye de diminuer ce calendrier de 3 mois à 1 mois. Donc, le Parlement n'a pas l'initiative législative, mais il se bat comme s'il l'avait, si je puis dire. Il fait comme s'il l'avait. Et ça, c'est on va dire, la prochaine bataille politique. À mon avis, quand le ou la nouvelle présidente de la Commission, probablement ça sera l'ancienne, d'après ce qu'on comprend, eh bien, va se présenter devant le Parlement en 2024 pour son programme et son collège, probablement on va exiger d'elle, pour la voter, pour l'investir, on va exiger d'elle des engagements encore plus précis pour reprendre les initiatives législatives du Parlement. Et puis, dernier point, eh bien, on le voit avec le Covid, on le voit avec la guerre en Ukraine, on le voit même avec le plan de relance, l'Union rentre dans des domaines dans lesquels le Parlement n'est pas co-législateur. Sur le plan de relance, le Parlement n'est pas législateur sur les ressources propres. Sur l'aide à l'Ukraine ou les sanctions, le Parlement est seulement consulté. Hein. Et donc, comment est-ce que le Parlement sera associé? Mais c'est ça, c'est un vrai enjeu politique. Et alors, à mon avis, il va utiliser
la même méthode, on va dire, hein. Par exemple, sur le plan de relance, il a obtenu des tas de choses sur le plan de relance, parce que des tas de choses, par exemple, sur les ressources propres sur lesquelles il n'était pas compétent, parce qu'il a conditionné son accord sur le plan de relance au fait qu'il aurait des engagements en matière de ressources propres. Et probablement dans le domaine de défense, de politique étrangère, qui va se développer notoirement maintenant, je pense qu'on aura à peu près la même idée. Et puis, dernier point, mais c'est un point qui vous concerne, c'est le lien avec le citoyen. Parce que tout ça, vous avez vu la complexité de cette usine à gaz, qui fonctionne, hein, mais il faut l'expliquer aux citoyens. Et en plus, maintenant, la Cour de justice va nous imposer, vous imposer à tous, c'est peut-être une très bonne chose d'ailleurs, un minimum de transparence sur on va dire, les moments importants de la prise de décision, de directives et de règlements qui nous concernent tous. Voilà, donc ça, c'est les défis de ce Parlement qui va être élu très prochainement, dans un an. Et donc, la dernière partie de cette conférence, c'est vous qui allez l'écrire. C'est vous qui allez l'écrire dans un an, et au moment des prochaines élections du Parlement. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Gérard. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. C'est vrai que l'heure du déjeuner arrivant. Ah, il y a des questions, oui. Je travaille pour les avocats allemands en tant que lobbyiste, et j'ai juste une question dans le cas des rapports d'initiative du Parlement. Est-ce que vous avez à peu près des chiffres dans combien de pourcents ça aboutit en quelque chose? Et si ça aboutit en quoi? Est-ce que ça aboutit des études, ou enfin, en combien de pourcents ça aboutit dans une vraie législation? Alors, non, vraiment, je n'ai pas de chiffres à ce stade-là. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est un enjeu politique qui est en train de monter. Donc, on va dire, il y a 5 ans, on faisait des appels à la Commission pour qu'elle conclue pour qu'elle sorte un papier sur un dossier précis. Et je dirais, il y a 10 ans, on faisait des appels gentils à la Commission sous forme d'une résolution, etc. Et puis, il y a 5 ans, on commençait à passer un accord avec la Commission en disant euh, on veut qu'on se mette d'accord, quand on propose quelque chose, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Maintenant, on en est on a obtenu, si je puis dire, une réponse de la commission publique en disant, en gros, je ne veux pas légiférer, un peu gênant parfois, et maintenant, on est en train de diminuer le temps de réponse de la commission. Et je vous dis, à mon avis, la prochaine étape, elle sera posée probablement à Madame von der Leyen en disant, on veut bien vous investir, mais on veut un engagement. Voilà, donc on n'est pas encore au moment des statistiques, mais on n'est plus du tout au moment des études. On fait des études, évidemment, hein, mais on n'est plus dans ce cadre-là. On est dans le cadre d'un dialogue politique qui va aboutir, à mon avis, à des réels changements. Quelques petites questions. Est-ce que, suite au Brexit, vous avez vu un effet sur la manière qu'avait le Parlement européen de travailler avec la perte des députés européens britanniques? Est-ce que, la suite de la question que posait Emmanuel Mignon, sans faire de ranking particulier, vous voyez parmi les nationalités des parlementaires européens ceux qui sont plus assidus et peut-être même ceux qui sont plus efficaces? Je vous laisse le choix de la manière d'y répondre à cette question. Parmi les défis, vous n'avez pas évoqué la question de l'élargissement, alors qui n'est pas encore évidemment concrète, mais on voit bien ce qui se dessine. Est-ce que, par rapport à la complexité que vous venez de dessiner avec 735 parlementaires, 27 États membres, vous voyez aujourd'hui en l'état le Parlement européen capable d'absorber éventuellement de nouvelles cultures, de nouvelles langues et de nouvelles cultures politiques également? Et dernière question plus technique, sur les accords interinstitutionnels, quelle est leur valeur juridique? Sont uniquement des accords politiques, ou est-ce qu'ils ont une valeur juridique en tant que telle? Bien, alors, Beaucoup de questions. on va commencer par la dernière partie. Les accords internationaux sont des accords signés par les institutions en tant que telles. Donc, de ce fait, ils ont une valeur juridique. Mais en réalité, ce sont des accords politiques. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace pour faire respecter l'accord que le président du Parlement ou la présidente du Parlement dise publiquement comment ça se fait que vous ne respectez pas l'accord sur tel point, que de faire
disons, un recours qui n'a jamais été fait d'ailleurs jusqu'à maintenant devant la Cour. Donc, première question. Deuxième question, la qualité des... alors, le Brexit, non, ça n'a pas modifié la manière de faire la manière de travailler du Parlement. Je veux dire que les Britanniques étaient très, très, très présents, très travailleurs. Ils étaient là au point qu'on a dû changer notre règlement, figurez-vous, parce que un certain nombre de nos parlementaires britanniques, et notamment, dans la tête des exemples de parlementaires conservateurs britanniques, quand ils étaient nommés rapporteurs pour les négocier d'une directive avec le Conseil, ils négociaient vraiment, on va dire, avec un poids national très important, pour dire les choses gentiment. Et on a changé le règlement. On a dit non, non, il faut un mandat et il faut que ce mandat soit voté par la commission parlementaire parce qu'on ne peut pas accepter que notre rapporteur aille négocier n'importe quoi. Et quand on a fait ça, on visait spécifiquement un certain nombre de députés conservateurs britanniques. Donc, oui, ils étaient très présents, ils bossaient beaucoup, pas obligatoirement toujours dans le sens du Parlement, mais ça, c'est une autre affaire. Ensuite, quels sont les députés efficaces, mais tous, cher monsieur. Tous, et voilà, certains un peu plus que d'autres, mais ce qui compte, c'est que pour être efficace dans le Parlement, il faut un minimum de temps. Il faut de la présence. Seulement la présence, si vous la faites au Parlement, vous perdez votre place dans votre parti politique. C'est parfois compliqué. Il faut des compétences de négociation, pas obligatoirement juridiques, mais compétences de négociation. Et il faut des compétences linguistiques, c'est-à-dire il faut parler une autre langue que le français. Alors, dans ces trois domaines, les Allemands se débrouillent très bien. Voilà, donc, et c'est pas simple pour les Français. J'ai oublié peut-être votre quatrième question, s'il y en avait une. Élargissement. Alors, écoutez, je pense que l'élargissement posera plus de problèmes à d'autres institutions de l'Union qu'au Parlement européen. Mais comme on le voit, c'est un choix éminemment politique auquel le Parlement, comme tout le monde, se pliera. Mais voilà, vous avez vu la machine, hein. C'est quand même pas simple. Et l'enjeu, c'est la législation. On doit être capable de légiférer. Et le vrai problème, évidemment, ça va être l'unanimité dans beaucoup de secteurs. C'est d'ailleurs en soi exceptionnel que sur les 11 paquets de sanctions, on a eu jusqu'à maintenant l'unanimité, à l'exception d'ailleurs d'un seul sur l'acier belge, on va dire, le 8e paquet de sanctions qui a été adopté parce que l'abstention ne bloque pas l'accord en matière de politique étrangère et de défense. Donc, mais on a eu un accord unanime. Mais ça, vous savez, ça ne va pas durer éternellement. Voilà. Pour la difficulté d'arriver au 12e paquet de sanctions. Exactement. Bonjour, Élodie Le Prado, avocat au Conseil. Pour revenir sur l'efficacité des députés, et vous précisiez que les députés allemands étaient très efficaces, est-ce que vous ne croyez pas finalement que en France, par exemple, les partis politiques, ils n'ont pas pris conscience, et même l'exécutif, de la nécessité d'envoyer le meilleur au niveau européen? Et ils envoient parfois pas le meilleur en termes d'efficacité, hein, je ne parle même pas en termes d'image, mais juste d'efficacité. Et on se retrouve du coup avec des députés pas forcément efficaces et du coup des intérêts peut-être moins bien défendus. C'est un excellent message à faire passer à Et votre avis? différents partis français. Non, je vous dis, c'est un problème. C'est comme quand vous recrutez un collaborateur dans votre cabinet, quoi. Vous lui demandez un certain nombre de compétences. Eh bien, la compétence du parlementaire, c'est d'être disponible, d'avoir du temps, parce que vous avez vu le temps que ça prend, ces négociations, hein, d'avoir des capacités linguistiques, parce qu'il faut communiquer, il faut savoir communiquer si vous voulez négocier. Vous ne pouvez pas négocier sans savoir communiquer, hein. Ça s'apprend. Ça s'apprend, et de la même manière que les langues s'apprennent. Donc, il faut faire tout un travail qui permette de transformer des parlementaires qui sont élus parce qu'ils ont des voix, et c'est finalement la seule raison de leur présence, et elle est tout à fait justifiée, il faut les transformer en législateurs. Alors, pour ça, il faut des services qui les aident, mais il faut aussi que ces parlementaires aient la volonté de contribuer par les qualités qui sont indispensables dans ce job.
Voilà, quand vous recrutez un collaborateur dans vos cabinets, vous connaissez les qualités indispensables pour le job. Là, la qualité, il y a une contradiction entre ce qui intéresse les partis dans les pays membres, c'est de faire des voix. Voilà, et de dire aux élections européennes, on est devenu le premier parti de la gauche, le premier parti de la droite, tout ce que vous voulez. Hein, quel que soit. Et pour ça, on met des figures qui attirent. Après, il faut qu'ils bossent sur le terrain. C'est une autre affaire.